mesdames et messieurs, soyez les bienvenus encore à cette cinquième édition des formations en ligne concernant le PAP pour les TPE du secteur de l'agroalimentaire et du tourisme. Nous sommes au mardi 8 septembre 2020. Nous allons aujourd'hui avoir une thématique sur les calculs des coûts de revient par les TPE de l'agroalimentaire et du tourisme, animé par M. Armand Rodrigue Legbe Bobi, qui est expert comptable. Et tout à l'heure, il va nous édifier sur le contenu. Monsieur Bobi, bonjour. Bonjour, Monsieur Nda. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir et nous vous remercions pour votre disponibilité. Monsieur Bobi est l'un des mentors du projet et il s'est fait fort de nous accorder quelques heures pour partager son expérience en matière de calcul de coûts de revient pour les TPE de l'agroalimentaire et du tourisme. Alors, nous aurons donc une phase d'intervention où il va expliquer le contenu et après, passerons à une phase de questions et qui sera pilotée par mon collègue Jean-Luc en ligne et assisté certainement par Mme Friska Kouadio, qui également intervient au niveau du PAP. Alors, Monsieur Bobi, je vais vous laisser vous-même faire votre présentation, enfin, je vais dire votre biographie à partir de la slide suivante et après quoi vous pourrez aisément rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Merci. Vous profiterez en même temps pour présenter votre cabinet et vos activités sur le territoire national comme international en termes d'expertise comptable. Merci bien, Monsieur Nda. Merci, M. Bobi. Voilà. Et bonne suite de formation à toutes et à tous. Merci. Merci. Avant de commencer, je voudrais juste préciser quand même, c'est juste une formation de 2 heures qui n'a pas la prétention de passer en revue toutes les techniques nécessaires pour calculer des coûts de revient. Mais on veut donner les moyens aux participants de pouvoir appréhender eux-mêmes la maîtrise de certains éléments et pouvoir calculer quelques coûts de revient dans le cadre de leur activité. Alors, je suis Armand Bobi, je suis expert comptable diplômé, membre de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Je suis l'associé gérant du cabinet Alliance d'expertise comptable et de conseil, en abrégé AE2C, cabinet aussi membre de l'Ordre de l'expert comptable. J'ai une expérience de plus de 20 ans en entreprise, comme en cabinet d'expertise comptable. En entreprise, j'ai occupé pratiquement toutes les fonctions de comptable, chef comptable, directeur financier. Et ensuite, au cabinet où j'ai fait quand même tout le cursus normal, auditeur junior, senior, manager, chef de mission, manager et directeur de mission, avant d'être aujourd'hui membre de l'Ordre des experts comptables et associé gérant du cabinet. Par ailleurs, je suis enseignant dans diverses écoles, grandes écoles de Côte d'Ivoire, notamment le Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable CPDEC, le Centre international de formation à l'expertise comptable CIPEC, la Chambre de commerce, l'école pratique de la Chambre de commerce et d'autres écoles. Ok, merci. Donc, le thème que nous allons parcourir ensemble concerne le calcul des coûts de revient par les TPE de l'agroalimentaire et du tourisme. Il va s'articuler en 4 grandes parties. Une partie introductive pour expliquer un peu quand même certains thèmes récurrents. Ensuite, nous allons voir un peu comment partir du coût d'achat des marchandises ou bien des matières premières pour arriver au coût de revient. Enfin, nous allons appliquer ces éléments-là sur un exemple d'exercice dans le cadre d'une TPE de l'agroalimentaire. Et enfin, on va faire aussi un exemple d'exercice pour une TPE du secteur de l'hôtellerie. Et je crois que c'est là que nous allons nous arrêter. Et sans avoir la prétention de parcourir ensemble toutes les techniques, comme je le disais, c'est juste quelques éléments qu'on donne pour vous aider à maîtriser certains éléments de calcul des coûts. Et il va sans doute qu'à tout moment, on peut m'arrêter pour pouvoir permettre de mieux expliquer ou mieux appréhender certains éléments. La partie introductive. En gestion financière et en contrôle de gestion, la première étape, c'est de maîtriser quand même les coûts de revient des éléments qu'on vend, que ce soit des ventes de marchandises, des ventes de matières premières
ou des prestataires de services. Il faut maîtriser le coût de revient. Beaucoup de promoteurs ou d'entrepreneurs ne cherchent pas à connaître les coûts de production ou les coûts de revient, ce qui amène très souvent à des déficits. Parce que ces entrepreneurs-là considèrent que le calcul des coûts est compliqué et difficile. Et surtout dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, très peu de personnes arrivent à calculer le coût de revient des plats qu'ils vendent avant de fixer les prix de vente au public. Les coûts à engager avant le début de la production, c'est ce qu'on appelle des coûts d'établissement. Les coûts que l'entrepreneur met dans l'investissement des bâtiments, des machines et des autres équipements, ce sont les coûts d'investissement. Et enfin, les coûts engagés lors de la transformation et la vente des produits sont les coûts d'exploitation. Donc, il faut bien faire la différence entre les coûts d'établissement, les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation. Je répète que les coûts d'engager avant le début de la production, pour moi, dites, ça c'est les coûts d'établissement. Et lors de l'investissement, proprement dit, pour mettre en place les bâtiments, les machines et autres équipements, nous avons les coûts d'investissement et enfin dans l'activité courante, les coûts qu'on engage pour la transformation ou la vente des produits, ce sont les coûts d'exploitation. En ce qui concerne les coûts d'exploitation, on a l'habitude de les classer en deux groupes principaux. Les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts, on attend par coûts directs les coûts qui découlent directement du processus de production. Par exemple, les matériaux, la main-d'œuvre. Alors que les coûts indirects, c'est des coûts tels que les salaires du personnel, les livraisons, le coût des véhicules, etc. Les coûts directs, on les classe en deux sous-catégories, les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes, que communément on appelle les frais généraux, ne varient pas en fonction du volume de production. Par exemple, si on a un employé à qui on a fixé un salaire fixe pour son travail, quel que soit le niveau de travail qu'il va accomplir, le salaire sera toujours le même. Bien que le loyer qu'on paye au bailleur, les frais de service, tels que le téléphone, mais le téléphone qui peut quand même varier par moment, le remboursement des dettes, etc., certains éléments. Et comme on disait, les coûts variables changent en fonction du volume de production. Les matières premières, évidemment, la quantité que j'achète permet d'appréhender le côté variable de ces éléments, les matériaux de conditionnement, les salaires du personnel opérationnel, par exemple un commercial, ce qu'on lui paye va varier en fonction du type, du nombre ou bien la quantité de marchés qu'il apporte, l'électricité, le gaz, l'eau, l'essence ou le carburant pour le véhicule et certains matériels de bureau. Lorsque la production de différents produits requiert le même temps et les mêmes matériaux, il peut être logique de diviser les coûts indirects de manière égale et de les répartir entre ces différents produits. Pour dire que si on a divers coûts invariables qui permettent de produire de réaliser plusieurs productions, on peut diviser ces coûts indirects-là de manière égale sur ces différents produits. Si toutefois les frais généraux sont plus élevés pour un produit, la production et les ventes sont plus diversifiées et complexes, ou la concurrence plus forte. Dans ce cas-là, on procède au calcul du prix de revient sur la base de chaque activité. Sur la base de chaque activité. Cela permet d'évaluer de manière appropriée le niveau réel des coûts indirects. Il va sans dire que cela nécessite d'identifier les activités indirectes qui sont nécessaires pour vendre chaque produit et l'allocation précise des coûts à faire à ces produits-là. Ces coûts sont ensuite additionnés un peu pour arriver au coût de revient. Ces calculs-là peuvent permettre d'identifier les produits les plus rentables et les moins rentables, évidemment, et montrer comment, en augmentant la production des plus rentables,
on maximise le bénéfice que doit réaliser l'entreprise. Évidemment, pour qu'une activité rencontre le succès, elle doit être rentable sur le long terme. Cela signifie que le revenu doit être plus élevé que le total des dépenses engagées. On estime cela en vérifiant rapidement au travers de la formule bénéfice brut qui est égal à la recette moins les dépenses avant de payer les taxes. Donc, le calcul des coûts doit nous amener à faire ressortir que les recettes qu'on récolte directement sur les produits vendus sont plus élevées que les dépenses engagées pour obtenir ces produits vendus. Il existe évidemment deux façons basiques pour optimiser les bénéfices bruts. La première, c'est de réduire les dépenses et pour ce faire, un chef d'entreprise doit d'abord identifier les coûts auxquels doit faire face à l'entreprise. Donc, si je veux augmenter ou bien optimiser mes bénéfices, je peux soit réduire mes dépenses, soit augmenter les revenus. En augmentant les revenus, je peux augmenter les produits, ou bien, sans augmenter les produits, augmenter les ventes de produits, ou encore trouver des sous-produits qui auparavant étaient jetés. Cela nous amène au calcul des prix des produits. Du prix des produits. Le prix fixé pour un produit devrait permettre aux revenus de couvrir l'ensemble des charges générées pour pouvoir générer un bénéfice suffisant. Donc, la méthode la plus simple pour déterminer le prix approprié consiste à faire la somme de tous les coûts de production et ensuite à ajouter une marge de profit qu'on estime sur un pourcentage du coût de production. On fixe une marge pour pouvoir avoir le bénéfice qu'on veut. La marge de profit peut aller de 20 à 30%, même si elles sont souvent moins élevées. Un exemple de calcul de prix de vente d'un produit. Un exemple au travers, un total des coûts de production de 10 kg d'attiéké nous donne 2000 francs. Si on estime 25% des marges bénéficiaires, cette marge serait égale à 2500. Par conséquent, le prix de vente pour les 10 kg d'attiéké devra être égal à 2000 francs. Plus 500 francs, c'est donc 2500 francs. Donc, si je vends 1 kg d'attiéké dans ces conditions-là, je devrais le vendre à 250 francs. Je le vends en moins, je ne vais pas atteindre mes objectifs. Peut-être même que je peux faire une perte. Toutefois, cette méthode empirique et simple ne prend pas en compte les coûts engagés pour l'investissement dans l'équipement utilisé. Et elle ne tient pas compte non plus du prix du produit dépend du marché. Le fait que le prix d'un produit dépend du marché et aussi de la concurrence. Il faut donc évaluer à combien un produit peut être vendu sur un marché particulier et si le coût de fabrication dégage un produit. De façon ramassée, pour fixer plus facilement le prix d'un produit, on doit fabriquer des produits pour lesquels une demande existe, être conscient des prix et des conditions du marché et de la manière dont se traduisent pour le prix de vos produits, et enfin, calculer un élément important qui est le seuil de rentabilité du coût de production et de commercialisation. Il faut atteindre par seuil de rentabilité le chiffre d'affaires à réaliser pour couvrir ce qu'on appelait tout à l'heure les charges fixes ou encore ce qu'on appelle encore les frais généraux ou charges de structure. Il faut atteindre par seuil de rentabilité le chiffre d'affaires à atteindre pour couvrir les charges de structure, les charges fixes en général. Les charges qui ne dépendent pas forcément de l'activité. Les charges qui, quel que soit le niveau d'activité, doivent être absolument couvertes.
Voici une formule qui correspond à une méthode complexe de calcul du prix de revient et qui se réfère au coût de production, au capital investi, ainsi qu'à la quantité de produits vendus et au prix requis. Excusez. Ainsi, le prix de vente d'un produit correspond à la formule suivante. P, le prix de vente, est égal à V plus F sur Q plus R multiplié par K sur Q. Où dans cette formule, P est le prix de vente, V est l'unité de coût variable du produit, F, c'est la somme des coûts fixes, Q est la quantité de produits vendus, R est évidemment le taux d'intérêt requis pour le capital investi et K, le capital investi. C'est une formule à laquelle les spécialistes font référence pour pouvoir évaluer quand même le prix de vente qu'on peut fixer à un produit. Les chefs d'entreprise ne doivent pas sous-estimer l'importance de la fixation des prix en essayant simplement de les rendre inférieurs à leurs concurrents. Ainsi achève la partie introductive. Nous allons voir maintenant dans cette partie comment aller du coût d'achat vers le coût de revient d'un produit. Les coûts de revient. On va aller d'abord par quelques définitions. En ce qui concerne les coûts de revient. Un coût de revient regroupe, selon la nature de l'activité, un coût de revient regroupe, selon la nature de l'activité, toutes les charges engagées pour la vente, en ce qui concerne l'activité commerciale, toutes les charges engagées pour la production, pour la fabrication et la vente des produits dans une activité industrielle. Toutes les charges engagées pour la fabrication et la vente des produits dans une entreprise industrielle. Toutes les charges engagées pour des activités agricoles, élevage, production, etc. Et toutes les charges nécessaires à la production de services dans une entreprise prestataire de services, pressing, salon de coiffure, etc. L'évaluation du coût de revient. Le coût de revient doit être évalué selon diverses situations. Donc, le coût de revient, il doit être évalué pour les marchandises vendues, pour les produits finis vendus et pour les prestations de services fournies. Donc, évidemment, l'évaluation du coût de revient dépend de la nature de l'activité de l'entreprise. Si l'entreprise est une entreprise commerciale qui fait de l'achat-vente, achat des marchandises pour les vendre, le coût de revient va s'appréhender autour de l'achat et de la vente des marchandises. Pour une entreprise de production, de produits finis, le coût de revient va partir du coût d'achat des matières premières en passant par le coût de production de ces matières premières-là pour déterminer le coût de revient des produits finis vendus. Et évidemment, le coût pour les prestataires et les services va partir également en évaluant de façon globale l'ensemble des éléments nécessaires à la détermination du coût de revient des prestations fournies. Le coût de revient peut être calculé soit globalement, soit par unité de marchandises vendues, soit par produit fini vendu, soit par prestation réalisée. Donc le coût de revient, il peut être calculé soit globalement, soit par unité de marchandises vendues, soit par produit fini vendu,
soit par prestation réalisée. Comment est-ce qu'on évalue le coût de revient? Dans le cadre d'une entreprise commerciale, le coût de revient va comprendre le coût d'achat des marchandises vendues, puisque dans ce cas, on vend des marchandises. Donc, le coût de revient va comprendre le coût d'achat des marchandises vendues, le coût nécessaire à la distribution de ces marchandises-là, et les autres charges qui ne pas directement dans les coûts qui sont définis plus haut. Dans le cas d'une entreprise industrielle, le coût de revient va comprendre le coût de production des produits finis vendus, qu'on détermine souvent au coût unitaire moyen pondéré, qu'on appelle CUMP, le plus souvent, le coût de la distribution et les autres coûts hors production. Pour les prestataires de services, les coûts de revient comprennent essentiellement les charges du personnel et les coûts de fourniture nécessaires à la prestation des services. Donc, voici les éléments qui rentrent dans l'évaluation d'un coût de revient. Après avoir vu un peu les éléments qui rentrent dans la prise en compte dans la détermination du coût de revient, on va voir maintenant le coût d'achat, qui est le premier coût qu'on doit trouver pour aller vers le coût de revient. Donc, le premier coût, c'est le coût d'achat. Les coûts d'achat ou coûts d'acquisition sont au premier stade du cycle d'activité de l'entreprise, que l'entreprise soit commerciale, industrielle ou de service. Donc, le coût d'achat, c'est le premier coût qui est au premier stade du cycle d'activité de l'entreprise. Pour l'entreprise commerciale, on va déterminer le coût d'achat de chaque marchandise. Pour une entreprise industrielle, on va déterminer le coût d'achat de chaque matière première et de chaque fourniture consommable. Et pour une entreprise de service, on va déterminer le coût d'achat de chaque fourniture ou prestation réalisée. Le coût d'achat est composé, comme on l'a vu plus haut en phase introductive, des charges directes et des charges indirectes. En ce qui concerne les charges directes, elles se composent du prix d'achat hors les réductions commerciales obtenues des fournisseurs des matières premières ou des marchandises. Évidemment, en ce qui concerne le coût d'achat, quand il s'agit d'une entreprise d'achat et vente, il s'agit de l'achat de marchandises. Et quand il s'agit d'une entreprise de production, il s'agit d'achat de matières premières. Donc, les charges directes comprennent le prix d'achat déduites, desquelles on déduit les réductions obtenues des fournisseurs, les frais accessoires à l'achat, les transports, les commissions, les emballages, l'assurance, etc. Et les charges de main-d'œuvre directement nécessaires dans l'achat. Il s'agit de ce qu'on verse à ceux qui réceptionnent les achats, aux magasiniers, aux restaurants d'achat, etc. Les charges indirectes d'achat, elles s'apprennent au travers des centres d'analyse. Donc, il faut ouvrir divers centres d'analyse pour traduire le circuit suivi par les achats. Donc, en général, de façon générale, on ouvre un centre d'analyse pour l'approvisionnement, les magasins, la réception, et on affecte à ces centres d'analyse-là une unité d'œuvre qui mesure l'activité d'achat. Dans l'unité d'œuvre d'achat, en général, c'est la quantité achetée. Ça peut être en kilogrammes, en tonnes, en mètres, par palette, litres, etc. Ainsi, les coûts des unités d'œuvre sont imputés au coût de chaque catégorie d'achat en fonction du nombre d'unités d'œuvre nécessaires. Donc, pour résumer cette partie, il faut dire que le coût d'achat comprend les charges, se divise en charges directes et en charges indirectes. Les charges directes, c'est le prix d'achat net, les réductions commerciales, les frais accessoires d'achat et les charges de main-d'œuvre directes.
et les charges indirectes sont réparties par centre d'analyse qui suit le circuit des achats, approvisionnement, magasin, réception, etc. Les charges indirectes se mesurent au travers d'unités d'œuvre d'achat qui peuvent être évaluées en quantité achetée, soit le kilogramme, la tonne, le mètre, etc. La méthode de calcul du coût d'achat, il est assez simple en général, et ils sont présentés sous forme de tableau pour chaque élément acheté. Pour chaque élément acheté, on fait l'effort de présenter le coût d'achat dans un tableau. Et ce tableau-là va permettre d'avoir la nature de l'achat, les éléments de charge directe, les éléments de charge indirecte, le coût unitaire, la quantité et le montant. Et on verra bien d'un exemple en deuxième partie comment présenter un coût d'achat. Donc, pour résumer, le coût d'achat total est égal au prix d'achat auquel on ajoute les charges directes d'achat plus les charges indirectes d'achat. Et le coût unitaire, le coût d'achat unitaire lui est égal au coût d'achat total divisé par la quantité achetée. Je réponds pour mieux préciser. Le coût d'achat total est égal au prix d'achat plus les charges directes d'achat plus les charges indirectes d'achat. Quant au coût d'achat unitaire est égal au coût d'achat total qu'on a trouvé ici, auquel on va diviser ce coût d'achat total là par la quantité achetée. Il ne faut pas oublier que dans le cadre du calcul du coût d'achat, on a des stocks. Et ces stocks-là doivent entrer en ligne de compte dans la détermination du coût d'achat, le coût de revient des achats. Donc, chaque élément acheté doit disposer d'un compte de stock spécifique. Chaque élément acheté doit disposer d'un compte de stock spécifique. Le coût d'achat calculé pour chaque élément acheté est enregistré en entrée du compte de stock correspondant. Et les stocks sont souvent évalués par la méthode du coût unitaire moyen pondéré, avec cumul du stock initial et de l'achat de la période. Dans le processus d'obtention des coûts de revient, après le coût d'achat, on arrive au coût de production. Après le coût d'achat, on arrive au coût de production. Par principe, les coûts de production concernent les entreprises industrielles qui transforment des matières premières en produits intermédiaires ou produits semi-finis ou produits finis. Donc, il n'y a de coût de production que lorsqu'il y a transformation de matières premières. Lorsqu'on fait achat-vente, il n'y a pas de coût de production. Lorsqu'on transforme des matières premières, on obtient forcément un coût de production et ce coût de production-là doit être évalué. Ce coût de production-là est souvent composé des éléments entrant dans la production des produits finis. Les éléments de coût se situent au stade de fabrication dans le cycle d'activité de l'entreprise. Les calculs de coûts peuvent être effectués pour des produits en cours de fabrication, des produits semi-finis, des produits intermédiaires, des produits finis. Mais aussi pour des commandes spécifiques, des projets de lot de fabrication, des séries à fabriquer sur certains chantiers. Les évaluations des coûts de production sont de plus en plus effectuées pour les activités de services du secteur tertiaire, les banques, assurances, hôtels, transporteurs, etc. De quoi est composé le coût de production? Tout comme le coût d'achat, les coûts de production sont composés de charges directes et de charges indirectes. Les charges directes comprennent les coûts d'achat des matières premières consommées, le coût d'achat des matières premières consommées ou utilisées, évaluées à partir des sorties de stock selon la méthode de l'inventaire permanent
au coût unitaire moyen pondéré le plus souvent. Donc, précédemment, on a évalué le coût d'achat des matières consommées. Ces coûts d'achat des matières premières consommées rentrent dans le cadre des charges directes du coût de production. Donc, le premier élément du coût de production, c'est le coût d'achat des matières premières consommées, déterminé précédemment. À ces coûts d'achat des matières premières consommées, on va ajouter les charges de main-d'œuvre directes. Donc, la main-d'œuvre entrant directement dans la production. La rémunération des ouvriers, des techniciens, des responsables d'atelier, etc. Et à cela, on va ajouter les frais de fourniture éventuels, vis, huile, colle, écrou, etc. Une fois qu'on a appréhendé les charges directes du coût de production, on va déterminer les charges indirectes qui rentrent dans la composition du coût de production. Et tout comme dans le cadre des coûts d'achat, on va répartir les charges indirectes dans divers centres d'analyse qui suivent le circuit de production. Atelier de production, atelier de montage, atelier de finition, atelier d'assemblage, etc. Donc, chaque centre d'analyse est ainsi déterminé. L'activité est mesurée en unité d'heure de production. Par exemple, le nombre d'heures de main-d'œuvre nécessaire, le nombre de machines nécessaires, le nombre de produits fabriqués, et ainsi de suite. Les coûts des unités d'œuvre sont ensuite imputés à chaque catégorie de produits en fonction du nombre d'unités d'œuvre nécessaires. Les coûts des unités de main-d'œuvre ainsi déterminés, les coûts d'unités d'œuvre ainsi déterminés sont imputés à chaque catégorie de produits en fonction du nombre d'unités d'œuvre nécessaires. Donc, pour faire un petit résumé, le coût de production comprend des charges directes et des charges indirectes. Au niveau des charges directes, on a le coût d'achat des matières premières consommées, les charges de main-d'œuvre directes de production et les fournitures éventuelles qui rentrent dans la production. À ces charges directes-là, on ajoute les charges indirectes de production qui suivent le circuit de production de l'activité. Et ainsi, comme dans le coût d'achat, les coûts de production sont déterminés dans un tableau pour chaque élément du coût de production. Pour chaque élément de coût de production, avec coût unitaire, quantité montant. Le coût de production total est égal au coût d'achat des matières premières utilisées ou encore coût d'achat des matières premières consommées, auquel on va ajouter la charge de main-d'œuvre directe de production et les charges indirectes de production imputées. Le coût de production unitaire sera égal au coût de production totale divisé par la quantité fabriquée. Tout comme au niveau du coût d'achat, on n'oublierait pas de moduler le coût de production déterminé avec les stocks de production pour chaque élément fabriqué. Donc, on va utiliser les stocks existants pour pouvoir trouver le coût de production de chaque élément fabriqué. On a le coût d'achat. Après le coût d'achat, on tombe sur le coût de production. La dernière étape vers le coût de revient consiste à appréhender les coûts hors production. Les coûts hors production. Les coûts hors production se situent en fin de cycle de l'activité dans une entreprise industrielle ou de production de services. Les coûts hors production, le premier coût hors production qui est le plus important, en général, il s'agit de coûts de distribution. Il s'agit de coûts de distribution. Le coût de distribution qui comprend les charges de main-d'œuvre directe, les rémunérations des vendeurs, des représentants, des livreurs, des commerciaux, les charges de distribution, par exemple les dépenses de publicité, les frais d'emballage, les frais de transport, et tout comme d'habitude, les charges indirectes
de distribution qu'on va appréhender au travers le centre d'analyse distribution, imputé aux marchandises ou aux produits vendus. Autre coût hors production, il s'agit des charges hors production. Les charges hors production qui comprennent les charges indirectes du centre d'administration, les charges indirectes du centre de gestion financière et les autres charges qui sont incorporables éventuelles. Assurant commission, des charges qu'on ne peut pas directement appréhender au travers le coût de distribution seront catégorisées dans les autres charges hors production. Lorsque on a appréhendé le coût d'achat, le coût de production et le coût hors production, on peut déterminer le coût de revient. Le coût de revient qui permettra d'être comparé au chiffre d'affaires pour voir si on est rentable ou pas. Ainsi, on a les ventes qui sont les recettes ou chiffre d'affaires pour l'entreprise. Les ventes se déterminent de façon aisée. La vente des marchandises dans une entreprise commerciale, le chiffre d'affaires serait égal au prix de vente unitaire multiplié par la quantité vendue des marchandises. Pour la production, pour l'entreprise industrielle, le chiffre d'affaires sera le prix de vente unitaire multiplié par la quantité vendue de produits finis. Et évidemment, dans les prestations de services, le chiffre d'affaires sera le prix de vente unitaire multiplié par le nombre de prestations réalisées. Une fois qu'on a déterminé le coût de revient et le chiffre d'affaires, on peut observer si l'entreprise réalise un résultat ou une perte. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de calcul du coût, ce résultat est appelé résultat analytique. Ce résultat-là se détermine simplement en soustrayant du chiffre d'affaires le coût de revient des quantités vendues ou des prestations réalisées. Donc, chiffre d'affaires moins coût de revient des quantités vendues ou des prestations réalisées nous permet d'avoir le résultat de gestion ou le résultat analytique, qui peut être nul dans le cas où le chiffre d'affaires est égal au coût de revient, qui peut être positif, c'est-à-dire bénéficiaire, quand le chiffre d'affaires est supérieur au coût de revient, qui peut être négatif, c'est-à-dire une perte, quand le chiffre d'affaires est supérieur au coût de revient. On a ici un tableau d'étape qui permet d'obtenir, de voir comment on part du coût d'achat vers le coût de revient, vers le résultat analytique ou le résultat de gestion. La première étape, c'est la recherche des charges indirectes pour pouvoir apprendre les coûts d'unité d'œuvre. La première étape consiste à rechercher les charges indirectes pour pouvoir déterminer les coûts d'unité d'œuvre présentés précédemment. La seconde étape, on procède au calcul du coût d'achat des matières premières ou des marchandises. Et le coût d'achat des matières premières ou des marchandises est égal au prix d'achat plus les charges directes, qui peut être la main-d'œuvre par exemple, plus les charges indirectes d'approvisionnement. On module ce coût d'achat-là par les stocks de matières existants auparavant. L'étape suivante consiste au calcul du coût de production des produits finis. Le coût de production des produits finis sera composé de charges directes, plus les charges directes des matières premières, les charges directes, plus les charges des matières premières, les charges directes indirectes de production, qui sera modulé également par le stock de produits finis. Ensuite, on aura les coûts hors production, les coûts de distribution par exemple. Et enfin, on va déterminer le coût de revient des produits finis vendus ou des marchandises vendues. Donc, coût d'achat plus coût de production plus coût de distribution
nous permet d'avoir le coût de revient des produits finis vendus ou bien le coût de revient des marchandises vendues. On détermine le chiffre d'affaires qu'on va comparer au coût de revient déterminé. Cela nous permet de savoir si on a un résultat de gestion qui est bénéficiaire ou déficitaire. Ce calcul est nécessaire avant la vente des produits fabriqués ou bien avant la vente des marchandises achetées pour permettre de voir si on est rentable ou pas, pour ça permet de savoir si le prix de vente qu'on prévoit de fixer nous permet d'aboutir à un résultat bénéficiaire ou déficitaire, et dans ce cas-là, à procéder aux corrections ou aux aménagements nécessaires pour aboutir à un résultat bénéficiaire. Voici un peu la synthèse en partant du coût d'achat vers le coût de revient. Ce travail préliminaire devrait être fait par tout chef d'entreprise avant la mise en production ou bien avant la vente de tout marchandise achetée. Ce travail préliminaire devrait effectivement être réalisé par chaque chef d'entreprise. On va appliquer cette méthode du coût d'achat vers le coût de revient au travers d'un exemple de TPE de l'agroalimentaire. On va prendre un exemple qui pourrait s'appliquer à une petite entreprise de l'agroalimentaire. Si je veux calculer mes coûts de production ou mes coûts de revient, j'ai besoin des résultats qui me proviennent de mon système comptable. Donc, évidemment, mon service de comptabilité doit pouvoir me donner les résultats que j'ai pour pouvoir aboutir à mon coût de revient. Ces résultats, je vais utiliser ces données-là pour pouvoir faire mes calculs. Je dois avoir les données technico-économiques du secteur, les recettes si j'ai fait la transformation. Une description des systèmes de production et de mise en marché de mon entreprise. Ça permet de voir le circuit de production et de pouvoir définir les centres me permettant de déterminer les unités d'œuvre, les centres d'analyse me permettant de trouver les unités d'œuvre. Je dois avoir des outils de calcul, des données de production fiables pour analyser les comparables. Il doit mettre le système de production d'une année à une autre et puis les résultats historiques. Considérons, en termes d'exemple, on va considérer une TPE agroalimentaire qu'on va appeler Agrotop par exemple, qui commercialise des produits alimentaires et souhaite analyser la rentabilité de deux marchandises très prisées par la clientèle issue de la tomate. Donc, voici une petite entreprise agroalimentaire qu'on prend comme exemple. Parce que c'est un exemple fictif, je précise, hein, qui commercialise des produits alimentaires et souhaite analyser la rentabilité de deux marchandises très prisées. Il s'agit qu'on a dénommé Tomica et Tomico parce que ces marchandises proviendraient de la tomate. Cette TPE-là s'approvisionne auprès de deux producteurs indépendants. Au cours du mois de mars, les charges indirectes relatives à ces produits ont été définies, les données ont été collectées et on a deux centres principaux qu'on a ici, qui ont été identifiés. On a estimé qu'au niveau de l'entretien et l'administration, il n'y a pas de charge indirecte. Il n'y a pas de charge indirecte. Par contre, on a des charges indirectes au niveau des centres approvisionnement qui étaient déterminés. Donc, on a regardé le circuit de distribution, le circuit de l'achat vers la distribution de nos produits. Et on a identifié des centres approvisionnement et les centres distribution. Et on a estimé que on a 280 000 au niveau des centres approvisionnement, au niveau des charges indirectes, et 260 000 au niveau des charges indirectes pour la distribution.
L'unité d'œuvre qui était définie, c'est la quantité de marchandises achetées au niveau du centre d'approvisionnement. Et au niveau du centre de distribution, c'est 100 francs de chiffre d'affaires. Ainsi, au niveau du centre d'approvisionnement, on estime qu'on a 56 000 sur la période de septembre, on a 56 000 kg qu'on achète. Et on a 65 000 francs de chiffre d'affaires, de 100 francs de chiffre d'affaires qu'on réalise au niveau de la distribution. Avec ces éléments-là, on doit pouvoir partir vers nos coûts de revient. Autre élément qu'on nous donne, en nous sur la période de septembre, pour les deux produits, on a acheté 5 000 Tomica à 65 francs le kilo et 4 800 Tomico à 42 francs le kilo. On a vendu 7 500 kg de Tomica à 90 francs et on a vendu 3 900 kg de Tomico à 70 francs le kilo. Les stocks existants en début de période au 1er septembre sont donnés. Donc, ces données-là sont connues. On a un stock initial au 1er septembre de 2000 kg qui a été évalué à 68,50 francs le kilo. Et on a un stock de 500 kg de Tomico qui a été évalué à 38,40 francs le kilogramme. Les charges directes, on a défini un peu plus haut ce qui pourrait être les charges directes. Mais ici, les charges directes au niveau de l'approvisionnement, on estime qu'on a 10 000 francs de charges directes qui rentrent dans le coût d'achat de la Tomico. Les charges directes qui rentrent dans le coût d'achat de la Tomico pour 9 000 francs, 9 600 francs. Tout comme les charges indirectes qui ont été définies également. Le premier élément, comme on l'a vu plus haut, il s'agit du calcul du coût d'achat. Ici, ce sont des marchandises. Donc, quel est le coût d'achat des marchandises achetées? Évidemment, comme on l'a vu plus haut, on va faire l'effort de présenter le coût d'achat des marchandises achetées au travers des tableaux. Donc, pour trouver le coût d'achat des marchandises achetées, il faut déterminer le coût d'unité d'œuvre de chaque marchandise. Remarquez que plus haut, ici, dans le tableau que nous présentons, les centres d'analyse, là, on n'avait pas le coût d'unité d'œuvre qu'on va évaluer maintenant. Qu'on va évaluer maintenant le coût d'unité d'œuvre, on avait toutes les informations sans le coût d'unité d'œuvre. Donc, le coût d'unité d'œuvre qu'on va évaluer ici, au centre d'approvisionnement, on a simplement, en fait, la quantité qu'on a, 28 000 francs, qu'on va diviser par 56 000 kilos pour dire que l'unité vaut 5 francs le kilo. Et de la même manière, le coût d'unité vaut 4 francs pour 100 francs de chiffre d'affaires réalisé au niveau de la distribution. Ces coûts d'unité d'œuvre déterminés peuvent nous permettre d'aller vers le calcul des différents coûts. Surtout le premier coût qui est le coût d'achat des marchandises achetées. Le coût d'achat des marchandises achetées. Ainsi, pour rappel, il a été dit plus haut, pour déterminer le coût d'achat des marchandises achetées, on partirait des charges directes auxquelles on va ajouter les charges indirectes. Plus haut, là, on a dit qu'on achète ces quantités-là, à ces prix-là. On achète 5 000 kg de Tomica à 65 francs le kilogramme et 4 800 kg de Tomico à 42 francs. Donc, lorsqu'on vient dans la détermination de notre coût d'achat, l'achat, on a acheté 5 000 à 65 francs. Ça nous donne pour le Tomica à 325 000 francs. Pour le second, on a acheté 4 800 kg à 42, ce qui nous donne 201 600. Et plus haut, on nous a donné
les charges directes d'approvisionnement pour chaque élément acheté, qu'on va venir ajouter aux achats réalisés, les charges directes ici, 10 000 et 9 600 pour chaque élément acheté. Le coût d'achat des marchandises achetées défini dans la première partie, on avait achat plus les charges directes d'approvisionnement, plus les charges indirectes. Les charges indirectes ont été déterminées ici, au travers du coût, l'unité de coût de l'unité d'œuvre était déterminé. Le coût de l'unité d'œuvre était déterminé ici à 5 pour le premier, au niveau à 5 pour l'approvisionnement. Donc, ici, on a acheté 5000 kg de Tomica. Donc, les charges indirectes seront évaluées à 5000 multiplié par 5, ce qui nous donne 25 000. On a acheté 4800 kg de Tomico. Les charges indirectes d'approvisionnement étant évaluées à 5 francs le kilogramme, on aura 4800 multiplié par 5, ça va donner 24 000. Ainsi, le montant total des marchandises achetées pour le Tomica va s'élever à 325 000 d'achats, plus 10 000 francs de charges indirectes d'approvisionnement, plus 25 000 francs de charges indirectes d'approvisionnement. Ça nous donne 360 000. Ces 360 000 divisé par 5 000 nous donne le coût d'achat unitaire. Donc, le coût d'achat des marchandises achetées pour la Tomica, le coût d'achat total est égal à 360 000. Tandis que le coût d'achat unitaire est égal à 360 000 divisé par 5 000 égal à 72 francs. De la même manière, le coût d'achat direct de ce produit-là, c'est la quantité achetée par le prix unité d'achat. Ça nous donne 201 600. Auquel on va ajouter les charges indirectes d'approvisionnement, les charges directes d'approvisionnement pour 9 600, auquel on va ajouter les charges indirectes d'approvisionnement qu'on détermine entre les quantités achetées et le coût d'unité d'œuvre, donc 4 000. Quand on additionne ces trois éléments-là, on va obtenir le coût d'achat des marchandises achetées, le coût total de l'achat acheté, et le coût d'achat des marchandises achetées total, divisé par la quantité achetée, ça nous donne le coût d'achat. Ainsi, le coût d'achat des marchandises achetées de la première marchandise va s'élever à 72 francs et la seconde marchandise va s'élever à 49 francs. Il faut pondérer ce coût d'achat-là par les stocks. Donc, il faut réaliser les fiches de stock pour chaque produit. Plus haut, dans le tableau, on nous a dit que ce produit-là avait un stock initial de 2000 évalué à 62,5 francs. Donc, le stock total initial est évalué à 137 000. Et le Tomico, le second produit, avait un stock de 500 évalué unitairement à 3,4 francs. Donc, le stock total initial pour Tomico, c'est 19 200. On a fait des achats de la période. On a acheté 5 000, comme on vient de voir dans le tableau précédent. Pour la Tomica. On a acheté 5 000 quantités à 72 francs. Regardez bien ce tableau précédent. On a acheté 5 000 à 72 francs et 4 200 pour le Tomico à 49 francs. Donc, dans le stock, dans la fiche de stock, on a achat de 5 000 à 112 francs, ce qui nous donne 360 francs, 300 000 francs, et on a acheté 4 800 à 49 francs, ce qui nous donne une valeur d'achat de 235 200. Donc, après l'achat, quelle est la quantité qu'on aura? Pour la Tomica, on avait 2000 en stock initial, 2000 kg en stock initial, auquel on a venu ajouter 5000 kg en achat. Donc, le stock va s'élever maintenant à 7000 kg.
Et là, le stock initial est évalué à 137 000 francs. L'achat évalué à 360 000 francs. Donc, le stock, après l'achat, sera évalué à 497 000 francs. 497 000 francs divisé par la quantité qu'on a en stock va nous donner le coût unitaire moyen du stock. Le coût unitaire moyen pondéré du stock à 71 francs pour ce produit Tomica. Par la même méthode, on trouve le coût unitaire moyen à 48 francs pour le second produit appelé Tomico. Donc, le coût unitaire moyen, il est évalué à 111 francs pour le Tomica et 48 francs pour Tomico. Et en utilisant, en vérifiant les stocks, les sorties de la période qui nous ont été données, les ventes de la période du mois qui nous ont été données précédemment, on obtient la valeur du stock final de la période. Il faut préciser que stock final est égal à stock initial plus les achats de la période moins les sorties de la période. C'est ce qui a été fait ici. Donc, pour la prochaine période, la valeur du stock unitairement à 71 francs et globalement à 106 francs. 106 500 francs pour ce produit Tomica, 48 francs unitairement et 107 200 francs globalement pour le second produit Tomico. Ainsi, on a le coût des marchandises achetées. On peut donc passer au second, au second stade de coût, dans notre cas là, qui est le coût de revient des marchandises vendues. Ici, comme il s'agit d'achats de marchandises de vente, il n'y a pas de coût de production. Mais si on était dans une entreprise, on avait choisi une entreprise de production, on aurait pu déterminer le coût de production aisément. Le coût de revient des marchandises vendues va s'établir à partir du coût d'achat des marchandises vendues, déterminé précédemment, auquel on va ajouter les charges liées à la distribution, que ce soit les charges directes ou indirectes. Donc, pour ces marchandises vendues, là, comme il n'y a pas de coût de production dans notre exemple, on va partir du coût de revient des marchandises vendues. On va déterminer le coût de revient des marchandises vendues à partir du coût d'achat des marchandises vendues auquel on va ajouter les charges liées à la distribution. Au travers d'un tableau simple comme ça, on détermine rapidement et aisément. Donc, on nous a dit que dans le tableau de départ, je n'irai pas dessus. Voilà. On dit, sur le mois de septembre, on va vendre 5500 kg de Tomica à 90 francs et on va vendre 3900 kg de Tomico à 72 francs. Mais les 5500 kg qu'on va vendre dans la période nous reviennent à combien à partir de nos données? Étant entendu que les charges directes de distribution sont données ici. 1800 pour distribuer Tomica et 1000 francs pour distribuer le Tomico, les charges directes. Donc, les 5500 qu'on vend ici nous reviennent à combien? C'est le coût de revient que nous allons déterminer. Donc, le coût d'achat, on vend 5500 Tomica sur la période, donc ça nous donne le coût d'achat des marchandises vendues 5500, mais les 5500 qu'on vend, on vend le kilo, les 5500 qu'on vend là, le kilo nous est revenu à combien? Le kilo nous est revenu, ici au coût du stock qu'on a déterminé, à 71 francs pour le Tomica. Le kilo nous est revenu, ici à 48 francs pour le Tomico. Ainsi, on vend 5500 kg de Tomica à 71 francs le kilo, ça nous donne le coût d'achat des marchandises vendues à 390 500. On vend 3900 Tomico à 48 francs le kilo, ça nous donne 187 200 francs de coût d'achat des marchandises vendues pour le Tomico. On a dit le coût de revient des marchandises vendues, c'est le coût d'achat des marchandises vendues
qu'on vient de déterminer, auxquelles on va ajouter les charges liées à la distribution. Les charges de distribution, il y a les charges directes et les charges indirectes. Les charges directes, on les a là, 1800 pour le Tomica et 1000 francs pour le Tomico, déterminés précédemment. Les charges directes sont également déterminées précédemment. C'était donné. Ici, distribution à 4 unités d'œuvre. Donc, les charges, voilà, on a les charges indirectes de distribution qui sont déterminées ici. Qu'on va ajouter au montant de l'achat, plus les charges directes de distribution, plus les charges indirectes de distribution, on obtient ici le coût total. Le coût total divisé par la quantité vendue, ça nous donne le coût unitaire de revient des marchandises vendues ici pour le Tomica et le coût unitaire des marchandises vendues pour le Tomico. Voici un peu comment on détermine le coût de revient. Comment est-ce qu'on pourrait déterminer le coût de revient des marchandises vendues? Voici un peu comment est-ce qu'on pourrait déterminer le coût de revient des marchandises vendues. Donc, dans notre cas assez simple et basique qu'on a choisi, le coût de revient de la première marchandise s'établit à 114,93 francs et le coût de revient de la seconde marchandise s'établit à 51,14 francs. Une fois qu'on a le coût de revient, on va procéder à la détermination du résultat analytique. C'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient des marchandises vendues. Et ici, on a dit dans le tableau de base, des données de base, qu'on vendait 5500 Tomico à 90 francs d'unité, c'est le chiffre d'affaires total de ce produit-là. On vendait également 5000 Tomico, 3972 francs. Ça nous donne le coût de chiffre d'affaires pour ce produit-là. Le coût de revient est déterminé précédemment. On a le montant ici. Donc, quand on va faire le résultat analytique, on a chiffre d'affaires moins coût de revient. Ça nous donne le résultat analytique ici. Même ici, on a le résultat analytique. Donc, dans cet exemple, on a deux éléments. On a deux éléments qui nous donnent des résultats analytiques bénéficiaires. On peut donc estimer que l'achat et vente de ce produit-là est rentable pour l'entreprise considérée. Donc, voici un exemple qui part du coût d'achat vers le coût de revient des marchandises vendues dans le cadre d'une petite entreprise agroalimentaire qui ferait l'achat et la vente des produits, des marchandises. On pourrait prendre aussi un exemple d'une entreprise qui fait de la production, et au travers de ce genre de petits tableaux-là, ces coûts de revient pourraient être déterminés de façon très aisée. De façon très aisée, en partant sur ce même modèle-là, pour n'importe quelle entreprise. Deuxième élément, on va appliquer notre méthode-là à une entreprise, une petite entreprise dans la TPE. Considérons un petit hôtel de 20 chambres. On a considéré de façon fictive, une fois de plus, un petit hôtel de 20 chambres qui les loue à des tarifs différenciés selon la saison. 3 saisons ont été définies, une basse saison, une moyenne saison et une haute saison. Donc, on a 6 mois de basse saison, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre. C'était défini de façon empirique. Nous ne maîtrisons pas très bien les saisons dans le domaine, mais on a pris un exemple de façon empirique. 4 mois ont été définis pour la moyenne saison, janvier, avril, juillet, août. Et haute saison, 2 mois, février, mars. On a dit que, bon, quand ce n'est pas trop fréquenté, il faut attirer la clientèle. Donc, on estime qu'en basse saison, le tarif par chambre et par jour sera 8 000, 12 000 pour la moyenne saison et 15 000 pour la haute saison. On estime que dans ce petit hôtel-là,
Le fait de louer une chambre nous permet d'avoir des recettes complémentaires à cause du bar, du repas pris, tout ça, des recettes complémentaires par jour et par chambre pour 3 000 francs. Et les charges variables par chambre, pour une chambre louée, ont été estimées à 2 000 francs par jour. Les charges variables pourraient être les fournitures, les charges des personnels, blanchissage, etc. Donc, la location d'une chambre nous permet d'avoir une recette supplémentaire, une recette complémentaire de 3 000 francs et des charges variables de 2 000 francs. Les charges de structure, donc les charges qu'il faut forcément payer dans l'année, quelle que soit la situation, sont évaluées de la manière suivante. Il y a des amortissements de tout ce qui est investi à 7 500 000 francs, des charges de personnel pour 15 millions de francs, et des charges diverses pour 7 500 000 francs. Ce sont des charges de structure qu'il faut forcément couvrir, quelle que soit la situation. On rappelle que le taux d'occupation de l'hôtel est un des paramètres fondamentaux de sa gestion. Le taux d'occupation est un des paramètres fondamentaux de la gestion de l'hôtel. Il est égal pour l'ensemble de l'année au rapport entre le nombre d'habitués réalisés et la capacité totale de location de l'hôtel. Dans notre cas, on va essayer de déterminer le prix moyen de location d'une chambre sur l'année. Par simplification, on considère que chaque mois, il y a 30 jours. Donc, le prix de moyen de location est de 8 000 francs, comme défini tout à l'heure, pendant les 6 mois de la saison basse, 12 000 francs pendant les 4 mois de la moyenne saison et 15 000 francs pendant les 2 mois de la haute saison. Donc, la moyenne nous donnera 6 fois 8 000, plus 4 fois 12 000, plus 2 fois 15 000 divisé par 12. Ce qui nous donnera, le calcul nous donne un prix moyen de location de la chambre sur l'année à 11 500 francs. Vous retenez bien 11 500 francs. Donc, le calcul précédent, ce calcul-là, quand on l'effectue, ça nous donne un prix moyen sur l'année à 11 500. À partir de ce prix moyen-là, on peut aller un peu plus loin pour trouver quel est le seuil de rentabilité en nombre de nuitées puis en taux d'occupation sur l'année. C'est-à-dire les charges que l'entreprise a définies là. Quel serait le chiffre d'affaires à obtenir pour pouvoir couvrir ces charges. Donc, le tableau, si après nous permet d'avoir déterminé le seuil de rentabilité. Charge de structure, on en a, l'a défini tout à l'heure, 7 500 000 francs d'amortissement, 15 millions de charges de personnel et charges divers, 7 500 000, ça nous donne 30 millions. Les chambres sont louées. Les charges sont louées sur l'année. Je précise que je crois que j'ai fait un impair tout à l'heure. Le prix moyen, c'est plutôt le calcul, donc 10 500. 10 500. Donc, la marge sur coût variable par chambre louée nous donnerait 10 500 francs par chambre, plus 3 000 francs de recettes complémentaires, moins les 2 000 francs de charges variables. Ça nous donne une marge sur coût variable par chambre louée sur l'année à 11 500. La marge sur coût variable pour chaque chambre sur l'année, c'est 11 500. Donc, le taux de marge sur coût variable serait égal à 11 500 sur, on va dire, le chiffre d'affaires sur la chambre, 10 500 plus 3 000 francs, 10 500 de prix moyen, plus les 3 000 francs de recettes complémentaires. Donc, le taux de marge sur coût variable nous donne ce montant-là, 85,13%. Si on appelle X le nombre de nuits d'atteinte du seuil de rentabilité, donc ça veut dire le nombre de nuits qu'il faudrait avoir dans l'année pour pouvoir couvrir ces charges de structure, les charges de structure que tu as définies. En d'autres termes, combien de nuits devrait louer notre hôtel pour couvrir ces charges de structure? On aura 4 millions qui serait égal à la marge sur coût variable multiplié par X. Ça nous donne 30 millions divisé par 11 500. Donc, notre petit hôtel doit pouvoir louer 2609 nuitées sur l'année pour pouvoir couvrir ses charges fixes. Donc, le nombre de nuitées pour atteindre le seuil de rentabilité est de 2600
nuitées. Et ce nombre correspond à un taux d'occupation de 2609 sur 7200, soit 36,24%. Donc, le seuil de rentabilité correspond à un taux d'occupation annuel de 36,24%. Bon, les 7200 là, c'était déterminé simplement. Hein. On a 20 chambres louées sur 30 jours par mois, sur une fois 12 mois de l'année. Ça nous donne 7200 unités totales. C'est le nombre d'unités totales que peut avoir cet hôtel-là. Les critiques qu'on peut avoir sur ce calcul-là, c'est que le prix moyen de la chambre suppose que l'hôtel est occupé de façon uniforme sur l'année, ce qui n'est pas vrai et n'est jamais réalisable dans ce cas-là. La critique fondamentale qu'on peut avoir sur cette méthode, c'est que le chambre n'est pas loué de façon totale sur l'année. On suppose cette fois-ci, supposons cette fois-ci que le taux d'occupation pendant l'année est différent selon la saison. À haute saison, on suppose qu'on a 80% de taux d'occupation. On suppose qu'en haute saison, on a 80% de taux d'occupation. On a 60% de taux d'occupation en moyenne saison et 3% de taux, 30% de taux d'occupation en basse saison. Donc, essayons de déterminer le résultat réalisé sur l'année. On essaie de voir quel est le résultat que réaliserait l'hôtel sur l'année. Le nombre de journées de la période en basse saison, voici le calcul que ça donne. Donc, on a 360 journées dans l'année. Le coefficient d'occupation par saison est donné ici. Quand on fait une moyenne, ça nous donne ce montant-là. Combien de nuitées on peut calculer? On appelle 1. Combien de nuitées par chambre sur la période? On peut faire 54 nuitées en basse saison, 72 nuitées par chambre. Il faut s'entendre par chambre. 54 nuitées en basse saison, 72 nuitées en moyenne saison et 48 nuitées en haute saison, ça nous donne 174. Pour déterminer ça, c'est le nombre de journées multiplié par le coefficient d'occupation, ça nous donne les nuitées sur la période. Quel est le prix de location par chambre? On a défini 8 000 francs en basse, 12 000 en moyenne et 15 000 en haute saison. Quelle est la recette complémentaire? On a dit la recette complémentaire, c'est donner 3 000 francs par chambre louée. Les chambres louées aussi nous donnaient 2 000 francs pour charge variable par chambre. Donc, la marge sur coût variable nous donnerait ça par chambre 8 000 plus 3 000 moins 2 000, 12 000 moins 3 000 plus 3 000 moins 2 000, 15 000 plus 3 000 moins 2 000. Donc, la marge sur coût variable est de 9 000 par la baisse saison, 13 000 par la moyenne saison et 16 000 pour la haute saison. Donc, la marge sur coût variable sur la période par chambre, c'est 54 multiplié par la marge sur coût variable par chambre, ça nous donne 54 fois 9, 486 pour la basse saison, 486 000 pour la basse saison, 936 000 pour la moyenne saison et 768 000 francs pour la haute saison par chambre. Donc, pour l'ensemble des chambres, puisqu'on a 20 chambres, ça nous donnerait basse saison 9 720 000, moyenne saison 18 720, haute saison 15 360. Ça nous donne globalement 43 millions de chiffres d'affaires de marge sur coût variable pour l'entreprise. Auquel là, dès qu'on va enlever les charges de structure de 30 millions, ça nous donne une recette, un résultat global sur la période, sur l'année, de 13 800 000. Donc, on part des prix des recettes complémentaires. Les charges variables sont évaluées par chambre à 2 000 francs. On a les charges, la marge par chambre, la marge globale par chambre, et la marge qu'on a en chose. Donc, finalement, la marge globale de l'ensemble de l'hôtel nous donne 43 millions, desquels on va
retirer les 30 millions de chiffres de charges de structure, donc le résultat de la marge est 13 800 000. Donc, l'hôtel semble être rentable sur l'année. À quel moment de l'année on a atteint le seuil de rentabilité? C'est ce calcul-là qu'on peut faire aisément. Donc, le nombre d'unités possibles a été défini ici. Il suffit de répartir un peu en arrière et on verra que en multipliant le nombre de jours par le taux d'occupation, là, on a le nombre d'unités qu'on peut faire par mois ici. Donc, la marge coût voilà par chambre et la marge coût voilà moyenne. On fait ça multiplié par ça. Et la marge coût variable par hôtel, de l'hôtel ici. De l'hôtel par mois. Donc, quand on cumule ça, ces marges-là, on a ce montant en janvier. Donc, janvier plus celui de février nous donne ceci. Janvier plus février plus mars nous donne ce montant. Ainsi de suite. On va voir à la fin de l'année, on a 43 800 000 francs de marge qu'on a déterminé précédemment. Mais on voit que comme les charges de structure sont de 30 millions, et petite erreur ici, les charges, c'est une erreur, c'est plutôt entre 27 millions et 30 millions, entre 27 millions et 32 millions que le seuil de rentabilité est atteint. Donc, le seuil de rentabilité peut être atteint autour du 7 juillet. Donc, à partir de juillet, déjà, on est sûr que l'hôtel, on a couvert nos charges de structure. Le reste du temps, c'est ce que l'entreprise gagne, comme on pourrait appeler comme bénéfice. Imaginez la situation suivante. Compte tenu du faible taux d'occupation de l'hôtel pendant la basse saison, le directeur s'interroge sur l'opportunité de maintenir l'établissement ouvert pendant la période. Il y a un faible taux d'occupation en basse saison, donc le directeur dit pourquoi on ne fermerait pas? On remarque que la fermeture pendant les 6 mois de basse saison permet de réduire de 7 500 francs les charges de personnel et de 1 500 000 francs les charges de structures diverses. Analysons la situation. Si les 6 mois de basse saison est le calcul qu'on a fait précédemment, la marge dégagée est de 9 720 000. 9 720 000. C'est le même calcul tout à l'heure là qui nous permet d'avoir ça. Vous voyez, les mois de basse saison, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre, on aurait ceci. Cumulé, la marge dégagée serait de 9 720 000 sur les 6 mois de basse saison. Ce montant, l'économie qu'on fait sur la même période, si on veut fermer en basse saison, on économise 7 500 francs. 7 500 000 francs de charges de personnel et 1 500 000 francs de charges diverses, donc 9 millions de charges de structure d'économie. Donc, le résultat total serait diminué de 720. Vous voyez, 9 millions moins ça, on aura 720. Donc, dans ce cas-là, cet exemple, fermé en basse saison n'apporte pas une amélioration notable. Une amélioration notable. Donc, avec ce calcul, bien que l'hôtel peut fréquenter à basse saison, il faut quand même le garder ouvert. Voici ainsi ce qu'on voulait vous présenter au cours de cette séance-là. Je vous remercie pour votre attention. Et les éventuelles questions sont attendues. Merci beaucoup, M. Nda, vous avez la main. Merci beaucoup, professeur. Nous allons ouvrir la session des questions. Donc, petit rappel à tous ceux qui sont présents, pour pouvoir poser des questions, il faut d'abord lever la main. Ensuite, on vous ouvrira le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Vous avez une main levée au bas de votre écran. C'est avec cet outil que vous pouvez lever la main. Madame Tadé Véronique souhaite prendre la parole. Allô, Madame Véronique Tadé, vous nous entendez? Il faut ouvrir votre micro pour pouvoir prendre la parole. Allô, Madame Bonjour, Tadé. Monsieur Nda. Oui.
Oui, bonjour, Oui, madame. c'est anti-soja parce que nous prenons le coût ensemble. C'est pour savoir le bénéfice. Pour calculer le prix, le bénéfice, on prend le prix de revient multiplié par 3 ou bien, parce qu'il a dit de 3 à 1%. C'est ce que je voulais savoir. Comment il faut calculer le bénéfice à partir du prix de revient? Ajouter pour avoir le prix de vente. Parce que j'ai le prix de revient qui est 1000 francs. Combien je peux ajouter ou bien multiplier pour avoir un bénéfice avec le coût de vente? D'accord. Monsieur Bobby, vous pouvez répondre directement ou bien vous préférez qu'on prenne une session de 5 questions? Ça dépend de vous. On peut répondre directement, ça dépend de vous. D'accord, allez-y. OK. Merci beaucoup, Tanti Soja. Vous souhaitez savoir quel taux il faut ajouter au coût de revient pour trouver le prix de vente. C'est bien ça. Oui. Bon, le prix de vente que vous pouvez déterminer à partir de votre coût de revient, je dis qu'en général, on prend entre 20 et 30%. Donc, normalement, pour un coût de revient de 1000 francs, comme vous dites, on pourrait... Allô? Donc, normalement, pour un coût de revient de 1000 francs, comme vous dites, on pourrait prendre un prix de vente de 1200 ou 1300 pour réaliser une marge conséquente. Mais il faut préciser que la détermination de ce prix de vente-là dépend de votre environnement et du secteur de votre marché. Parce qu'il est indéniable que le prix de vente que vous déterminez doit être supérieur à votre coût de revient que vous déterminez. Vous avez déterminé un coût de revient de 1000 francs, votre prix de vente doit être supérieur à 1000 francs. Mais vous devez vous fier à votre marché. Si vous avez des concurrents qui vendent à 1100 francs, c'est-à-dire qu'il faut une marge, si ajoute une marge de 10%, que vous ajoutez 20%, c'est sûr que les clients ne vont pas venir vers vous pour acheter. Donc, le prix que vous fixez la marge est surtout fonction de votre marché à vous, de votre marché, de votre secteur. Voilà ce que je voulais répondre à Mme Tadé Tanti-Soja. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. D'accord, on va prendre Mme Yao Augustine. Ok, bonjour Monsieur Nda. Bonjour à vous, madame. Ma préoccupation, c'est vrai que j'ai pris la formation en cours, mais je voudrais que le conférencier revienne un peu sur le calcul du seuil de rentabilité. Le point mort du seuil de rentabilité. Je voudrais vraiment avoir de plus amples informations là-dessus. Et le deuxième, souvent au niveau de la fixation des prix de nos produits, souvent au niveau international, en général, on n'a pas de repères. Or, souvent, il faut connaître le marché sur lequel tu veux vendre. Il faut avoir le prix déjà pratiqué là-bas. Et puis, toi aussi, tu essaies de voir le prix que tu peux faire pour gagner le marché. Souvent, c'est difficile. Donc, s'il a des stratégies à nous donner, ça va aussi nous aider. Voici mes deux préoccupations. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Bobby? Merci, Mme Yao. Je vais commencer par la deuxième question de Mme Yao, qui dit que souvent, pour la vente à l'international, on n'a pas de repère pour savoir quel est le prix sur lequel le prix de marché. Bon, je pense qu'il faut s'en référer aux structures spécialisées. Je pense quand même qu'il y a une structure de la Chambre de commerce et un département de la Chambre de commerce, je pense, qui permet d'avoir les prix pratiqués dans divers domaines à l'extérieur, qui peut vous permettre de savoir le marché concurrentiel, à combien les autres vendent pour que vous puissiez vous aligner pour ne pas être en déphasage. Et je pense que même, je pense mieux que peut-être que M. Nda peut avoir plus d'informations dans ce sens-là que moi. Mais dans tous les cas, le prix auquel vous voulez vendre doit forcément être supérieur au coût de revient que vous avez déterminé pour que vous puissiez avoir un bénéfice conséquent. Par contre, si vous avez plusieurs produits que vous vendez sur le même marché,
à ce moment-là, vous pouvez vendre à perte si ce produit-là permet, au travers d'un calcul qu'on appelle coût spécifique, on détermine la marge sur coût spécifique, si ce produit-là permet de couvrir ensemble certaines charges de structure-là, en ce moment-là, ce produit-là, même s'il est déficitaire dans son calcul de coût, peut être maintenu parce qu'il permet de couvrir les charges de structure de l'ensemble de vos produits. Mais par principe, si le prix de vente que vous souhaitez pratiquer est inférieur au coût de revient que vous avez calculé, en principe, on voudrait ne pas vendre ce produit-là. Donc, pour conclure, je crois que la Chambre de commerce peut vous donner des informations sur les coûts sur les prix de vente sur certains marchés à l'international. La seconde question, c'est de déterminer, vous voulez savoir quoi revenir un peu sur la détermination du seuil de rentabilité. Il faut remarquer que, de façon synthétique, le seuil de rentabilité peut s'analyser comme le niveau de chiffre d'affaires ou le niveau de marge que je dois réaliser pour pouvoir couvrir mes charges de structure. Et on peut définir les charges de structure comme les charges qui, quel que soit le niveau d'activité, tu dois forcément supporter. Par exemple, le loyer, salaire, électricité, eau, ainsi de suite. Ces éléments-là, même si ces charges-là peuvent être variables ou pas variables, ce sont des charges qui, quel que soit le niveau d'activité, on devrait supporter. Donc, le seuil de rentabilité se détermine à partir de la marge qu'on réalise qui permet de couvrir ces charges de structure-là. C'est le moment où cette marge est atteinte qu'on parle de point mort, seuil de rentabilité. Et qu'on a déterminé ce seuil de rentabilité-là, en partant du moment du mois avant l'atteinte et du mois après l'atteinte, en faisant un petit calcul sommaire, on trouve facilement la date à laquelle le seuil de rentabilité peut être atteint. J'espère avoir répondu à la question de Mme Yao-Augustine. Merci bien. Merci. On a Mme Echi Marie-Chantal qui souhaite poser une question. Madame Echi? Allô? Allô, Madame Echi, vous nous entendez? Allô? Oui, allô, Madame. Allô? Oui, vous m'entendez? On vous entend bien, Madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Marie-Chantal. Je suis Echi Marie-Chantal, restauratrice. J'aimerais savoir comment fixer le prix d'un repas pour un restaurant, étant donné qu'il y a beaucoup de pertes cachées. OK. OK. C'est bon, Mme Echi? Oui, c'est tout. OK. OK, Mme Echi souhaite savoir comment déterminer le prix d'un repas, étant entendu qu'il y a beaucoup de frais cachés dans sa structure. Non, beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. OK. Et pertes cachées. OK. Merci, Mme Echi. Je sais très bien que vous avez beaucoup de difficultés dans votre secteur dans ce sens-là. Parce qu'on n'appréhende pas toujours facilement les prix. Parce que, oui, dans votre cas, bon, ce n'est pas vraiment compliqué. Pour un repas, il faut déterminer d'abord les charges. D'abord, c'est comme pour les coûts, ça ne change pas du tout. Il faut déterminer les charges directes qui rentrent dans la composition du repas, les charges indirectes qui rentrent dans la composition du repas, ainsi de suite, et les charges de distribution, évidemment. Dans les charges directes, là, on a le coût d'achat des matières premières. Parce que n'oubliez pas qu'un restaurant est une entreprise de production. C'est une production. Donc, on va d'abord donner le coût d'achat des matières premières. Les matières premières, c'est les condiments que vous achetez. Et je dis n'importe quoi. Hein. Les condiments, on va dire la tomate, le piment, l'aubergine, la viande, le poisson, le riz, tout ça, c'est les matières premières. Même le sel. Donc, il faut déterminer le coût d'achat par kilogramme ou bien par litre de ces éléments achetés. Ensuite, il faut déterminer le coût de production. Donc, pour le coût d'achat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, par exemple,
15 kg d'aubergine, il doit pouvoir savoir combien me revient le coût le plus d'un kilogramme d'aubergine. J'ai acheté 15 kg de viande, combien revient le coût de plus d'un kilogramme de viande. Ensuite, je vais aller dans la production. J'utilise combien de kilogrammes d'aubergine pour faire un plat. Et ça, c'est là où la difficulté apparaît, la première difficulté. Parce qu'il faut pouvoir déterminer quelle quantité rentre effectivement dans la préparation de, je dis n'importe quoi, 30 litres de sauce. Je dis n'importe quoi, franchement. Et ça, ce n'est pas facile à déterminer. Mais ça, il faut que vous appreniez par habitude à déterminer cela. Pour faire 10 litres de sauce, j'ai besoin de 30 kg d'aubergine, 2 kg de tomates, 15 kg de viande, ainsi de suite. Et j'ai besoin de 15 kg de riz, ainsi de suite. Et diviser ces quantités-là par le nombre de plats que ça fait pour trouver le coût de production, le coût d'achat, le coût de production. Le coût de production. Et une fois qu'on a trouvé le coût de production, quel est le temps que mettent les femmes qui préparent là, les femmes qui préparent, quel est le temps qu'ils mettent pour dire si je paye une de mes cuisinières à 1000 francs par jour pour fabriquer un plat, je lui donne combien? Et ça, c'est une autre difficulté. Pour fabriquer un plat, combien je donne à chaque cuisinière? Ensuite, on va passer à la distribution. Quand les filles qui font faire le service, combien de temps elles mettent pour servir un plat si je les paye par 1000 francs par jour? Et quand je détermine ça, je peux déterminer à partir de l'achat des matières premières qu'on servi à préparer. À partir du coût pour ceux qui ont préparé, il y a le gaz, tout ça là, hein, le coût pour la production et la préparation, et le coût pour servir. Sans compter que c'est sur les tables que les gens s'asseyent pour manger. Les charges là, quand les tables peuvent se gâter pour qu'ils puissent les remplacer. Donc, quand je vends un plat, lui qui s'assoit pour manger, il passe combien de temps sur la table pour voir que le remplacement de la table là va me coûter combien sur son plat. Et c'est quand j'additionne tous ces coûts-là que je trouve le coût de revient. Je trouve le coût de revient. Quand je trouve le coût de revient du plat maintenant, je peux dire, moi-même, je vais gagner dessus 10%. Si le coût de revient par exemple à 850 francs, moi-même, je vais avoir sur un plat 150 francs. Donc, je vais vendre le plat à 1000 francs. Mais avant de vendre le plat à 1000 francs, il doit dire, mes concurrents qui sont autour de moi, là, eux, ils vendent le même plat là à combien? S'ils vendent à 900 francs, je vais plus gagner 150 francs, mais je vais gagner peut-être 25 francs pour vendre plus. Voici un peu, en espérant avoir répondu à Mme Echi, voici un peu comment je vais répondre. Mais je vais préciser quand même, parce que là, on est dans un cadre général. Avec la commission de M. Nda, je me propose, dans ce cadre-là, de cette formation-là, pour toute question pratique, ou bien pour tout calcul pratique, dans ce cadre bien précis-là, hein, toute question pratique, de le faire gratuitement pour toute personne qui me sollicite après notre passage. Pour ces calculs-là, en tout cas. Pas pour autre chose. Je le fais gratuitement. Merci bien. Merci beaucoup. Ok, merci, Mme Echi. D'accord, je pense que nous n'avons plus de main levée. Ok. Plus de main levée. Allô, Priska, tu m'entends? Je ne sais pas si tu dois dire le mot de fin. Je t'entends. Bonjour, Jean-Luc. Oui, bonjour, Priska. Est-ce que tu dois dire le mot de fin parce qu'Anderson n'est plus connecté? D'accord, mais je crois qu'il y a une dernière question dans le chat. Dans le chat, d'accord. Attends, je vais lire. D'accord, il y a Octave qui demande la parole. On va lui passer la parole d'abord. OK. Allô, Octave? Oui. Oui, okay, bonjour. Bonjour, Fabrice. Oui, bonjour, Octave. Yeah. OK, merci beaucoup. Et bonjour tout le monde également. J'aimerais remercier le conférencier pour son intervention. J'ai écouté un peu rapidement les différentes questions qui ont été posées
Et puis, bon, je suis vraiment très content pour tout ce que vous avez reçu. Et comme le conférencier s'est proposé de le faire, je pense que c'est une bonne chose de vous aider avec les calculs à un moment donné. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en plus de ce que vous avez reçu ce matin, il y a parfois des contraintes qui peuvent vous être imposées en matière de détermination de vos prix de vente. Parce que j'ai vu que la plupart des questions tournaient autour de comment est-ce qu'on fait le prix de vente. Donc, quand vous faites les calculs, ça vous rassure que vous n'êtes pas perdant. Parce que quand on fait de l'activité, c'est pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour en perdre. Donc, faire les calculs va vous assurer que, bon, peu importe ce que je fais, je ne vais pas perdre de l'argent. Mais en plus de cela, comment est-ce qu'on va fixer les prix? Il y a d'autres méthodes que vous pourrez explorer. Par exemple, si moi je suis dans la restauration, je suis à Vridi et que tous mes concurrents font le plat à 2000 francs, mais je n'ai pas le choix que de faire mon plat autour de ce prix-là. Maintenant, c'est à moi de m'approvisionner de façon plus stratégique pour que j'ai de la marge. Parce que si tout le monde fait à 2000 et moi je vais à 4000, je n'aurai pas de clients. Ça, c'est un. Et puis, pour fixer le prix aussi, on peut dire, bon, que moi, je vais viser des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui ont un haut revenu. Donc, même si ça me coûte 1000 francs, je vais vendre à 5000. Donc, ce sont des possibilités également qui existent. Et dans ce cas-là, je dis, bon, que moi, mon plat, parce que moi, je vise des personnes qui ont beaucoup d'argent, et même si je vends 3 plats ou 10 plats par jour, ce n'est pas grave, je ne vais pas vendre 20, je vais vendre 10, mais je vais avoir une marge d'au moins 3000 ou 5000 sur chaque plat que je vends. Donc, ça, ce sont des choix que vous allez faire par la suite en fonction de ce que vous visez comme clientèle. Maintenant, par exemple, pour ceux qui s'intéressent au marché international, et dans la plupart des gros acheteurs, ils ont leur prix. Ils ont leur prix, ils vont dire que bon, moi, pour que je sois rentable, il faut que ça me coûte tel prix. Et dans ce prix-là, ils vous le donnent. Et très souvent, ils ne vont pas vous le donner. Ils vont vous dire, bon, vous me faites ça à quel prix? Parce qu'ils sont également à la recherche de meilleurs deals sur le marché. Donc, il faut vous arranger pour que vos coûts de production soient vraiment les plus intéressants possibles. Et donc, ça demande de négocier parfois avec vos fournisseurs, négocier parfois sur les volumes et tout ça pour que vos coûts de production soient maîtrisés. Maintenant, une fois que vous avez ça, pour ce qui est la détermination du prix, vous avez beaucoup d'opportunités, enfin, beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous, dépendamment de l'industrie, dépendamment de la clientèle que vous visez, dépendamment de votre stratégie vous-même. Vous pouvez dire, bon, moi, j'ai 3 produits. Et ce produit-là, il est beaucoup demandé. Je vais le faire moins cher pour que les gens pensent que, bon, mes produits sont moins chers. Même si je n'ai pas de l'argent, ce n'est pas grave. Mais par contre, je vais me rattraper sur tel autre produit. Et donc, sur un produit ici, ma marge, peut-être qu'il fait 100 francs l'unité, mais sur un autre, il fait 2000 à l'unité. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et c'est pourquoi vous allez aussi en discuter avec vos mentors, ceux qui vous accompagnent. Si vous avez des questions spécifiques, vous dites, bon, voici comment est-ce que moi, je vais fixer mon prix. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Donc, en discuter autour de vous avec vos collègues aussi pour voir comment ça peut se faire. Donc, voici un peu rapidement ce que j'avais ajouté à ce niveau-là. Merci, Octave. Il y a une question pour M. Bobby. Je vais la lire. Oui. M. Bobby, c'est une question qui a été posée dans le chat de M. Achille Aipo qui dit ceci. J'ai mes chambres ventilées que je fais à 4 000 francs et les climatisées à 8 000 francs. Mais à chaque fois que les clients viennent, ils demandent une réduction et cela fait que je n'arrive pas à m'en sortir. Je suppose qu'il veut vous demander comment il peut fixer le prix des chambres. Déjà, pour répondre à M. Achille Aipo, déjà, est-ce que le prix de vente de 4 000 francs était fixé après un calcul de coûts? Ça, c'est la première question. Moi, je suis convaincu que si M. Aipo a fait un calcul de coûts, a fixé son prix de vente, son prix de location de la chambre à 4 000 francs, à ce moment-là, il a les éléments qui rentrent dans la composition de son coût de revient qui a permis de fixer le prix de vente. Donc, avant de décider de baisser les prix de location en faveur des clients, il doit s'assurer qu'il a la possibilité de réduire les différentes charges qui rentrent dans la décomposition de son coût de revient.
les différentes charges. Là, ce qu'il est capable de maîtriser, c'est les différentes charges qui rentrent dans le coût de revient. En ce moment, il peut baisser son coût, son prix de location. Mais s'il n'a pas la possibilité de maîtriser et que visiblement la baisse de la location l'amène à faire des pertes, M. Ayipo ne va pas travailler pour faire des pertes. Voilà. Donc, le problème de M. Ayipo, c'est de pouvoir, au cas où il ne l'aurait pas encore fait, de déterminer les éléments qui permettent de calculer son coût de revient du chambre louée et de voir si les cas fixés lui permettent de dégager de marge. Voilà comment je voulais répondre à M. Ayipo. D'accord. On va essayer d'ouvrir le micro de M. Ayipo rapidement. M. Ayipo, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez activer votre micro, M. Ayipo? Apparemment, son micro ne fonctionne pas. D'accord. Donc, Prisca, on peut conclure. Ok, alors on tient à remercier le formateur M. Bobby pour sa brillante intervention. Merci également à Octave pour son intervention et on remercie également tous les participants. On vous invite demain dans le même cadre des sessions intensives pour la thématique portant sur les prévisions de vente. Voilà. Donc, merci à tous les participants et à demain à partir de 9h30. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.